À contre-courant, notre émission hebdomadaire en compagnie de Michel Zerbib. Michel, bonjour. Bonjour Léa. Aujourd'hui, Michel, nous recevons un criminologue, géopolitologue et directeur d'études au pôle sécurité du CNAM. Il est spécialisé dans l'étude des phénomènes criminels, de la sécurité. Il a consacré sa carrière à la recherche et à l'analyse des questions liées à la criminalité, la délinquance et les politiques de sécurité. Et il a également enseigné dans plusieurs institutions universitaires. Il a publié de nombreux articles et d'ouvrages sur ce thème-là. On va en citer deux. Le dernier en date, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Et puis, en 2021, à qui profite le djihad? Nous sommes en ligne avec Xavier Roffer. Xavier Roffer, bonjour. Bonjour. Bonjour Xavier Roffer, merci d'être avec nous. Vous connaissez bien nos ondes et on est toujours heureux de vous retrouver, bien évidemment. D'autant que là, vous n'êtes pas au studio, vous êtes sur le terrain. C'est votre habitude pour travailler aussi. C'est d'aller à la source, parfois des renseignements et des informations. Je vais poser une première question, mais qui est évidente. Depuis le 7 octobre, nous proposons à nos auditeurs des éditions spéciales consacrées à cela. J'aimerais avoir votre sentiment sur l'attaque faite par le Hamas de cette guerre. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une attaque irrédentiste, nationaliste pour du terrain, ou est-ce qu'il s'agit d'une véritable attaque islamiste et djihadiste ? C'est à la fois plus que l'un et que l'autre. L'attaque du 7 octobre est incompréhensible si on n'a pas en tête une carte que nous avons publiée. Et il y a quelques semaines, c'est-à-dire à la fin du mois de novembre, quand nous avons fait 2023, quand nous avons fait une CNAM, une grande conférence sur la capacité des différents appareils militaires et de renseignement à anticiper les menaces. Nous vivons dans un monde où tout va de plus en plus vite. Et donc, le fait de pouvoir anticiper les menaces est totalement décisif. Autrement, on est sans arrêt dans la position, vous voyez, du gardien de but au moment des tirs au penalty. On en arrête un de temps en temps et le reste du temps, ça passe. La carte en question, je vais vous la décrire très brièvement, c'est celle de tous les grands corridors du commerce et des échanges de marchandises à l'échelle de toute l'Eurasie en 2030. Qu'est-ce qui se passera? Vous aurez un certain nombre de grands corridors qui partiront de l'Orient, notamment de la Chine, vers l'Europe, qui traversent tout le continent eurasiatique, l'énorme continent eurasiatique de l'Orient vers l'Occident, et nous avons d'autres couloirs qui partent de la mer glaciale, de la mer du Nord, et qui descendent jusqu'au Golfe et jusqu'à l'océan Indien. Tous ces corridors, tous qui sont le poumon de l'Europe de 2030, sont tous à 100% en possession de 4 puissances. Ils sont en possession des Chinois, des Russes, des Iraniens et des Turcs. Avec ça, ils encerclent complètement l'endroit le plus important sur le plan stratégique entre l'Europe et le Moyen-Orient, entre l'Europe et le monde du Moyen-Orient, mais aussi entre l'Europe et Israël, bien sûr, qui est la mer Noire. Vous regardez la carte, c'est la mer Noire où tout se noue. Eh bien, prenez les événements qui se sont déroulés depuis le 7 octobre, vous comprenez très vite que la seule parade à cet encerclement de l'Europe par ces grands canaux géostratégiques passait, elle était prévue, elle partait de Bombay, elle prenait la mer, elle atterrissait à Dubaï, elle remontait toute la péninsule arabe et elle atterrissait au port de Haïfa, en Israël. Et de là, les bateaux partaient vers l'Europe. Depuis le 7 octobre, bien entendu, cette route a volé en éclats. Il n'en est plus question. Pour une raison bien simple, c'est que 80% de ce grand chenal de transfert de marchandises, on parle de 300 trains par jour, vous voyez, c'est énorme. C'est un flux économique et donc financier hyper important, traversait toute la péninsule arabe, à 90% sur le territoire du Royaume d'Arabie Saoudite. L'opinion à l'heure actuelle, dernier sondage, 96% de la population totalement hostile, au moins à court et moyen terme, à toute forme de contact avec Israël. La route en question a disparu. Qu'est-ce qui reste à l'Europe et qu'est-ce qui reste à Israël en matière de route pour
envoyer les marchandises, recevoir les marchandises qui partent d'Asie. C'est la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Donc le 7 octobre, on appuie sur un bouton et la première route disparaît. Et puis, à la fin du mois de novembre, on appuie sur un deuxième bouton et les Houthis interdisent le passage de la voilà. Donc les ports israéliens sont à l'heure actuelle à peu près étranglés en matière de transfert de marchandises par cette voie-là. Les bateaux sont obligés de contourner tout le continent africain pour remonter jusqu'à l'Europe et de passer par le cap de Bonne-Espérance, ce qui fait naturellement une route qui prend en hiver, quand la mer est mauvaise, 2 semaines de plus. 2 semaines de plus à l'aller, 2 semaines de plus au retour, et des conteneurs qui doivent repartir à vide pour être remplis en Asie et ramenés en Europe, qui restent en chemin 1 mois de plus. La logistique du commerce entre l'Asie et l'Europe est menacée gravement, en l'Europe, mais Israël aussi, est menacée gravement à moyen terme. C'est ça la logique de cette guerre. Celui qui n'a pas pris le pas de recul et qui a regardé la carte en grand, qui reste le petit bout de la lorgnette, vous savez, il voit pas, il comprend pas ça. Et la logique de cette affaire-là est extraordinaire. Alors, si vous me permettez, ce résultat géopolitiquement extraordinaire, il a été obtenu grâce à un type de bataille, un type de guerre dont nous clamons sur tous les toits qu'il est essentiel pour le 21e siècle, c'est la guerre des milices. Voilà, vous avez dans la région le Hezbollah, vous avez le Hamas, vous avez les Houthis, vous avez Hashd al-Shaabi en Irak, et ce sont ces milices-là qui mènent la danse. Alors, vous dites milice, Xavier Hofer, vous utilisez ce mot, ce concept de milice, ça veut dire que ce n'est pas une armée régulière. Pour revenir sur les 4 États que vous avez cités, qui sont celles d'où proviennent finalement toutes les potentialités de danger, il n'y a pas que des États musulmans. Vous avez écrit une géopolitique de l'islam notamment. Est-ce que le danger, on pourrait résumer aujourd'hui, est-ce que le danger vient toujours du monde musulman selon vous, ou ça c'est élargi notamment, vous parliez de la Chine et de la Russie? Le souci que je suis en train d'évoquer devant vous, il est majeur pour tout le Moyen-Orient. Voilà 1 an, j'ai rencontré un haut dignitaire d'un des pays de la région, de la péninsule arabe, qui m'a dit « Nous, on a tout pour être heureux. On sait maintenant qu'on va pouvoir dépasser l'ère du pétrole, qu'on va pouvoir faire le bien-être de notre population. Il y a une seule chose qui nous hante. Ce qui nous hante, c'est que dans notre région, contrairement au reste du monde, nous avons encore des guerres de milices comme c'était le cas au Moyen-Âge en Europe. Vous savez, les grandes compagnies, les lance-quenets, etc., c'était au Moyen-Âge en Europe. C'est encore comme ça chez nous. Je répète, Hashd al-Shaabi en Irak, le Hezbollah dans la zone Syrie et puis Liban, les Houthis et le Hamas. Donc, parfois ils sont sunnites, parfois ils sont chiites, mais c'est ça le problème. Et hélas, je pense que c'est naturellement une observation amicale que je fais, mais dans la région, y compris Israël, on n'a pas compris à temps l'importance que ces milices pouvaient avoir pour bloquer toute la circulation de toutes les marchandises, des biens et des personnes dans toute la région. Ou alors, si on l'a remarqué, on n'a pas réagi assez vite. Xavier Hofer, on avait le sentiment, en tout cas, c'est ce que vous êtes peut-être en train de dire, que, en tout cas, les Israéliens montrent qu'ils sont centrés sur le Hamas. Mais là, vous êtes en train de dire que c'est un projet bien plus vaste. Est-ce que vous pensez que ce conflit du 7 octobre a été pensé des années auparavant par tout cet ensemble de pays que vous avez cités et qui finalement sont là pour contraindre le monde occidental et Israël par la même occasion? Pas forcément à l'échelle des pays, mais comme ce sont des États qui sont faibles, certains sont affaiblis par une guerre civile comme la Syrie ou l'Irak même. Et donc, et puis, l'affaire de Gaza, elle dure depuis déjà quand même des décennies. Les forces qui s'opposaient à ces milices n'ont pas été capables de les contraindre à s'arrêter. Voilà. Ils ont la bride sur le cou, ils ont la main libre. Le détroit de Bab el-Mandeb
au bout de la mer Rouge, c'est la mer de tous les goulots d'étranglement du monde. Pensez donc une artère vitale où passent 20% de toutes les marchandises en direction de l'Union européenne, une partie des marchandises pour Israël, une partie des tankers de pétrole. Le bout du détroit fait 39 km de large. Avec un bazooka, on arrive à stopper les choses. Donc la dimension géopolitique de ces affaires-là a un peu été oubliée en profit de considérations à court terme, mais cela fait... Alors, ça n'est pas une affaire purement régionale. Vous avez vu que dans un autre conflit très important et qui touche aussi Israël de près, j'ai des amis, leurs familles à l'origine viennent de la région de l'Ukraine, etc. Donc c'est un endroit dont les ressortissants ont joué un grand rôle, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, dans l'histoire du début d'Israël, dans les premiers kibboutz, etc., des gens qui venaient de la zone de relégation des populations juives de l'Empire tsariste. Eh bien, dans cette zone-là, vous avez vu le rôle d'une milice comme Wagner. Donc, c'est maintenant un rôle mondial. La milice, c'est beaucoup plus pratique qu'une armée. On peut la désavouer quand on veut. Quand on veut qu'elle meure, on cesse de la payer et puis elle disparaît. Donc, c'est très pratique. Et c'est d'une efficacité absolument extraordinaire. Nous allons, dans les temps qui viennent, publier un numéro spécial de notre revue qui s'appelle Sécurité globale sur le 21e siècle. La vraie guerre, c'est la guerre des milices. Et vous allez voir à quel point, pendant que les dirigeants de l'Iran, qui sont des gens redoutablement intelligents, extrêmement rusés, étaient en train d'amuser les États-Unis avec des histoires de bombes atomiques avec lesquelles ils jouaient, mais dont, si ça se trouve, ils n'avaient pas tellement envie que ça, équipaient et armaient, je pèse mes mots, des centaines de milices de par le monde. On a fait en 2017 une première nomenclature de tous les groupes armés qui sont contrôlés, entraînés, armés par l'Iran. Eh bien, on s'aperçoit que c'est dans la zone du Moyen-Orient des dizaines, mais il y en a en Asie, il y en a jusqu'au Bangladesh. On entre dans la Troisième Guerre mondiale. On est au début. C'est une guerre non déclarée. La guerre, les deux premières guerres mondiales, elles ont eu un début, elles ont eu une fin. Il y a eu une déclaration de guerre, il y a eu un armistice, il y a eu une paix en fin de compte. Des criminels de guerre ont été publiés. Là, c'est une espèce de un grand penseur de la géopolitique. Alors, il a eu une partie de son histoire assez désastreuse parce qu'il était resté en Allemagne pendant le Troisième Reich, mais Carl Schmitt, quand même, sa pensée est considérable. Il a parlé de guerre civile mondiale. Voilà, ce qui se passe, c'est une espèce de guerre civile larvée, avec des milices armées qui se battent. On a eu ça en Europe dans les années 30, la guerre d'Espagne, etc. Et donc, ce sont des guerres désastreuses parce que, comme on le voit très bien dans l'histoire du Hamas, on n'y respecte pas les règles de la Convention de Genève, on ne respecte pas les règles de la guerre telles qu'elles ont été définies entre États civilisés. C'est ça le problème. Et comment on lutte contre ça? Ça semble... Alors, oui. Nous sommes, vous savez, on est de purs intellectuels. On fait des analyses, on dit regardez sur la carte, voilà les textes qu'on publie. Mais dans le temps, à l'origine de la philosophie grecque, Platon a dit le commencement est la moitié du tout. Hein. Donc, quand on commence à définir une menace, quand on en prend bien conscience, quand on la mesure bien, alors on est plus à même d'y riposter. Donc, ce qu'on dit à l'heure actuelle, attention. Ne jouons plus avec des concepts un peu science-fiction comme la guerre des étoiles. Vous avez vu les guerres telles qu'elles se passent maintenant en Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre de 14-18, les pieds dans la boue, des tirs d'artillerie, etc. Et dans l'histoire du Hamas, c'est des guerres de milices comme c'était dans l'Europe du Moyen-Âge. Donc faisons attention à ces formes primitives de guerre. Et je remarque, parce qu'on suit ces affaires-là de loin, que déjà en 2006, pour Israël, au sud du Liban, la partie n'avait pas été facile. J'ai des amis en Israël dont les fils étaient soldats là-bas. Ils ont dit que ça avait été redoutablement difficile face au Hezbollah. Donc, cessons de faire un peu la guerre à l'américaine avec, vous savez, les satellites, les machins, etc. Et regardons ce qui se passe sur le terrain et préparons les militaires à cette forme totalement redoutable de combat qu'affronte l'armée d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre dans les tunnels et la guerre dans les souterrains. Ça n'a rien d'avant-garde, ça c'est connu depuis des siècles, mais c'est naturellement aujourd'hui très redoutable.
Vous écoutez Radio J, c'est notre émission à contre-courant, en compagnie de Léa Moscola. On retrouve aujourd'hui notre invité depuis les pays du Golfe, pas loin d'Israël d'ailleurs, ouais. Xavier Hofer, le criminologue, qui a aussi écrit, alors vous parliez de la géographie, c'est très important de rappeler les fondamentaux, la géographie physique, des transports, de l'économie. La géographie, ça sert souvent à faire la guerre, je crois que c'est une citation d'un géopolitologue assez célèbre. Pour autant, est-ce qu'il y a la dimension dont on parle de plus en plus en ce moment, c'est-à-dire la cyberguerre? Est-ce qu'elle joue un rôle, selon vous, en l'occurrence, dans ce conflit qui est à peine larvé, entre le monde, le Gaza, le Hezbollah et l'Iran? Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé quand la première guerre majeure a éclaté sur le sol européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale? C'est-à-dire, les chars d'assaut ont bougé entre la Russie et l'Ukraine. Dans le domaine de la cyber-menace, dans le domaine de la cyberguerre ou du cyberterrorisme, on a été très étonné de constater que finalement, il y avait une diminution brutale des faits, des cas, des actes, des attentats menés par le monde cyber. C'est-à-dire que quand les armes ont vraiment parlé, c'est-à-dire les chars d'assaut, les canons, la guerre dans toute sa cruauté, mais la guerre de terrain, on a vu comme une espèce de diminution assez forte d'ailleurs des actes de cyberattaque. Un peu comme si des gens qui opéraient auparavant à leur compte s'étaient mis au service de leur cause, c'est-à-dire certains chez les Ukrainiens et certains chez les Russes, et gardaient l'arme au pied en attendant d'être sommés ou de devoir entrer dans la danse. C'est un phénomène classique. On se souvient de la guerre des 6 jours, on se souvient de cette autre arme qu'est le terrorisme. Eh bien, ce n'est pas tout de suite que les actes terroristes ont eu lieu. La guerre numérique et le terrorisme ont ceci en commun d'être des actions de fin de partie et pas de début de partie. Vous avez la guerre des 6 jours, vous avez la prise de conscience progressive au milieu des militants palestiniens qui jusqu'alors étaient persuadés que Nasser viendrait les libérer sur son cheval blanc et que tout serait réglé en quelques semaines. Vous avez la prise de conscience très douloureuse que ça n'arrivera jamais, et par conséquent, il faut remonter à cheval, et on remonte à cheval par les premiers détournements d'avions, les premiers actes palestiniens, mais il a fallu 1 an ou 1 an et demi. 67, la guerre des 6 jours, les premiers détournements d'avions, c'est dans la moitié de l'année de 1968. Ça a mis 1 an à arriver. Donc, il n'est pas sûr qu'il y aura des attaques numériques et cybernétiques majeures dans l'affaire de Gaza et dans ses séquelles, mais sans doute ça se produira dans un deuxième temps. Oui. Xavier Hofer, est-ce que vous avez été surpris en tant qu'analyste, spécialiste de ces questions aussi de renseignement important, d'une forme de faillite israélienne sur ce front de Gaza? Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une véritable débâcle de ce point de vue-là? C'est difficile à dire parce que naturellement, on n'est pas sur place, on n'est pas avec les gens. Vous savez, quand on connaît ces affaires-là de l'intérieur, on a souvent des gens qui vous disent « mais j'ai prévenu 10 fois, pourquoi ils n'en ont pas tenu compte ?» Je n'ai pas l'impression que ce soit le renseignement de ce qu'on sait. Vous savez qu'on est en relation avec des amis là-bas, notamment Elie Carmon, qui s'occupe d'affaires de terrorisme à l'université Herzliya, etc. Donc on n'est pas complètement coupé des informations. Et les informations de terrain montrent que sur le terrain, les gens ont fait leur travail. Ils ont dit il y a des trucs pas normaux, il y a des choses qui se passent là. Mais il est effarant de constater récemment, dans une publication un peu confidentielle, mais d'origine israélienne, on disait que les travaux de souterrain à Gaza, tels qu'ils étaient construits, c'est-à-dire une véritable ville, mais beaucoup plus que des souterrains, une ville sous la ville, n'avaient pas pu coûter moins de 5 milliards de dollars. Comment, dans un truc qui est enfermé par des grillages et qui fait 350 km², a-t-on pu rentrer tous ces milliards? Comment les unités militaires du Hamas qui ont attaqué début octobre ont-elles pu sortir, aller s'entraîner au Liban et en Syrie, revenir, etc. Tout ça dépasse un peu l'entendement. Alors, nous,
nous vivons constamment en contact avec les gens qui s'occupent de sécurité, que ce soit en France ou dans des pays voisins ou amis, etc. Et donc, on connaît un phénomène qui est grave. Ce phénomène, c'est l'aveuglement, c'est-à-dire d'avoir des choses sous les yeux, de les connaître et de les savoir, mais d'en négliger l'importance. Donc, l'aveuglement, c'est pas le fait d'avoir perdu la vue, c'est le fait de ne pas voir ce qu'on a sous le nez. Hein. Et je pense que là, dans leur gravité, ainsi qu'on l'a vu, d'ailleurs tout le monde a pu en juger, il y a pu y avoir au sommet soit une espèce de dissension, parce que c'était une période de crise en Israël, de politique, en disant, ouais, il y en a certains qui disent ça parce qu'ils veulent nous forcer à prendre une décision qu'on n'a pas envie de prendre. Donc je pense que le manque, le défaut de prise de conscience de la gravité de la situation est plus politique que technique. C'est-à-dire qu'à la fin, même si vous êtes le patron du meilleur service de renseignement du monde, souvenons-nous de Staline. Staline, en 1941, le chef du renseignement militaire de l'Union soviétique va voir Joseph Staline dans son bureau avec les plans de l'attaque de l'Union soviétique du 21 juin 1941. Il avait les plans. C'est la fameuse histoire Sorgue, vous savez, de cet officier allemand qui ne voulait pas qu'il y ait la guerre avec l'Union soviétique et qui a réussi à faire passer les documents à la Russie et donc à l'Union soviétique sur l'imminence d'une attaque armée. Le chef du renseignement militaire soviétique est en face de Staline, lui remet les plans et Staline balaye la table de la main en disant « Jamais mon ami Hitler me fera ça ». Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez beau avoir les meilleurs renseignements du monde, le type qui prend la décision, c'est-à-dire dans la droit public international classique, il y a l'expression « est souverain celui qui désigne l'ennemi ». Voilà. Le souverain, à l'heure actuelle, en Israël, il a un nom, c'est lui qui désigne l'ennemi. Et s'il dit, mais c'est pas grave, vous savez, ils sont pas capables de ça, allez vous nous raconter des sottises, que voulez-vous faire? Vous avez beau avoir les meilleurs renseignements du monde, c'est une affaire de criminalité. Je crois que les renseignements étaient là. Je pense, d'après ce qu'on nous a dit, qu'un an avant, l'essentiel des plans du Hamas était connu. Si jamais au sommet, quelqu'un dit « ouais, c'est de la foutaise, j'y crois pas une seconde, merci, mais au revoir », que voulez-vous faire? Ça peut se passer comme ça. À la fin. Xavier Hofer, oui. On vous ramène en France. C'est un chiffre qui est tombé aujourd'hui sur une enquête du CRIF. C'est l'explosion de l'antisémitisme dans le pays. Plus de 1000% d'augmentation. Cet antisémitisme, on en a déjà discuté avec vous, émane en particulier des populations plutôt arabo-musulmanes ou africaines musulmanes en France. C'est un gros problème. C'est lié pour vous, comme disent certains, au conflit au Moyen-Orient. Et surtout, en tant que criminologue, comment on fait pour arrêter ça? Alors d'abord, il faut mesurer la gravité de la chose. Est-ce à dire que heureusement, 9 sur 10 de ces actes sont des injures verbales, c'est-à-dire des menaces dans le vide, on va tous vous tuer, ou des choses comme ça. On sait, par un biais totalement différent qui n'a rien à voir avec une menace aussi grave, que ce que disent les gens sur les réseaux sociaux, en même temps, ça les défoule et en même temps, ça les excite. C'est-à-dire qu'il y a des gens, suite au fait d'avoir proféré de tels propos, qui ensuite vont rentrer chez eux, se coucher en disant « je leur ai bien dit ce que je pensais », etc. Et d'autres que ça va exciter et qui peut-être vont réfléchir à partir de ce moment-là à un passage à l'acte, c'est-à-dire un acte, comme on en a vu, hélas, ces temps-ci, aller agresser une voisine parce qu'elle est juive ou quoi que ce soit, enfin un truc dans ce goût-là. Hein. Mais jusqu'à présent, ce qui est mal su, parce que peut-être le ministère de l'Intérieur français n'a pas tous les instruments qui permettent de mesurer ça. C'est, je ne sais pas moi, à l'heure actuelle où on parle, combien de gens ça défoule et combien de gens ça excite. Et le vrai problème est là. On avait vu, il y a des années avec Michel, les gens qui multipliaient les actes, comme Mohamed Merah, vous savez, à Toulouse, et des responsables de la communauté juive avaient dit, si on a 5 en France, c'est gérable, si on a 5000, on doit partir. Vous comprenez ? C'est une question de proportion. Ouais. Et donc là, c'est ça le problème de savoir si ce sont
beaucoup de gens que ça énerve et beaucoup de gens que ça défoule. Merci, merci. Le vrai problème. Xavier Roffer, je rappelle que vous êtes criminologue et je cite vos 2 ouvrages, Jeffrey Epstein, L'âme damnée de la troisième culture, sorti en 2023, et À qui profite le djihad en 2021. À bientôt. À bientôt, Xavier Roffer.